Je suis né dans la mission de l'Esprit Saint, un nouveau mouvement religieux sectaire. Par chance, mes parents m'en sortirent vers l'âge de 5 ans. Toutefois, quelques années plus tard, ils m'introduisirent à la scientologie, une autre secte que j'ai fréquentée pendant plusieurs années avant de la quitter définitivement vers la mi-trentaine. Par la suite, j'ai poursuivi ma quête de sens au travers d'autres mouvements pour terminer mon parcours chaotique chez les évangéliques dans un piteux état. Mon nom est Michel Laflèche-Francoeur. Je suis l'auteur du livre « Les religions de mon père », de la mission de l'Esprit Saint à la scientologie. Dans cet épisode, je m'entretiens avec Jean-Sébastien Bourret et Michel Bellé, des Sceptiques du Québec. Pourquoi je dénonce la scientologie si fermement? La scientologie a été chassée des États-Unis parce que dans les années 50, là, quand ils ont fondé ces églises de scientologie, là, Hubert dépensait quasiment 100 000 par année de l'argent de l'Église, qui est supposé d'être des organismes à but non lucratif. Il a perdu sa licence. Il s'est en allé ailleurs. Il s'est en allé en Grande-Bretagne. Pendant qu'il était en Grande-Bretagne, en Australie, ils ont fait des commissions parlementaires, comme on voulait au Québec, puis ils ont interdit la scientologie dans certains États de l'Australie, dans plusieurs États. Il a fallu que les scientologues là, cachaient leurs livres de scientologie en dessous des meubles pour pas se faire pogner. C'était carrément interdit. À la même époque, le Parlement britannique a interdit aux scientologues étrangers de venir pratiquer en Grande-Bretagne la scientologie, de se rendre à Saint-Île, parce que ils avaient fait des études, des commissions d'enquête poussées, bien documentées, pour prouver que la scientologie est dangereuse pour l'esprit humain. Mm-hmm. Ben justement, c'est là que je voulais en venir. Tout à l'heure, tu as dit que les gens se faisaient piéger. Avant de devenir membre de la scientologie, c'était comme un peu un piège. Ensuite, ils étaient sous l'emprise. Donc, j'imagine, c'est comme ce que tu dis, c'est que tu perds un peu ta liberté, tu peux plus agir, faire tout ce que tu veux. Et moi, ce que j'ai trouvé aussi avec une recherche rapide sur Internet, là, il parlait de trafic, du travail comme un peu de l'esclavage. Toi, c'est ce que tu as vécu, ça ressemble moi, j'ai vécu ça, oui. Évidemment, là, on pourra parler dans un deuxième temps de ce qu'ils font subir à ceux qui classent comme étant leurs ennemis, comme étant des personnes répressives. Là, eux autres, ils passent au cash, là, ceux qui sont classés comme des ennemis par la section des affaires spéciales, qui était anciennement l'Office des gardiens, le Guardian's Office. Mais pour en rester sur les membres, qu'est-ce que tu as vu de plus aberrant qui étaient subis des sévices ou des dommages qui étaient subis par des membres pendant qu'ils étaient encore membres? Peut-être qu'on pourrait commencer par ça. Que ce soit toi, tu te semblais dire que tu avais été plus ou moins un esclave. Là. Moi, j'en ai pas vu beaucoup. OK. Des sévices, parce que quand j'ai évolué en scientologie à l'âge d'11 ans, vers quel âge j'étais allé là-bas? J'étais allé là d'à 12 ans jusqu'à 13 ans. Je travaillais dans la grande cuisine. Oui. J'étais un flot, tu sais, fait que j'étais pas dans la haute hiérarchie. Non. Sauf qu'il y a plusieurs personnes qui étaient très haut placées qui sont sorties puis qui ont écrit des livres là, comme Mike Rinder. Il y a plusieurs anciens exécutifs, puis ils l'ont dit là, comment est-ce qu'ils se faisaient enfermer dans des pièces, puis qu'ils se faisaient humilier. Puis David Miscavige, qui est le nouveau leader, qui frappait carrément Mike Rinder, lui qui était le chef de l'Office du gardien, qui est aujourd'hui appelé l'Office des affaires spéciales. C'est plus leur témoignage à eux qui me... Visuellement, moi, j'en ai pas vu. Ce que j'ai vu plus, c'est des familles brisées. Okay. Les enfants qui vont refuser de parler à leurs parents parce que leurs parents, finalement, ils sont ouverts les yeux. Ils ont compris que la scientologie, c'était dangereux. Puis là, ils ont essayé d'avertir leurs enfants. Puis là, tout d'un coup, les enfants sont restés dans la scientologie puis on leur a interdit de revoir leurs parents. J'ai vu des choses comme ça. Oui. Ou d'autres choses que j'ai vues à quantité comme ça. Là. Les scientologues, là, ça dépasse pas 65, 66 ans. Pourquoi? Parce que quand tu es en scientologie, si tu es malade, le moindrement malade, c'est parce que tu es affecté par une personne suppressive dans ton environnement. Puis tu n'as pas le droit de faire des procédés de scientologie. Tu es comme mis à l'écart. Alors, si tu es scientologue puis tu veux continuer à faire tes procédés de scientologie puis ne pas être étiqueté comme une source potentielle d'ennui, tu fermes ta gueule puis tu te traites pas. Mon père, lui, il avait essayé d'y faire prendre des médicaments contre le diabète.
Mais non, il voulait pas en prendre. Il est mort à 66. Il a fait 2-3 embolies pulmonaires. Il était toujours rendu à l'hôpital. Mais non, il était pas malade parce qu'il voulait continuer à aller en scientologie. Si tu prends des médicaments, tu peux pas être sur les lignes dans les salles de scientologie à étudier la scientologie. Fait que les scientologues n'en parlent pas, ils soignent pas. Est-ce que c'est parce qu'ils considèrent que toute maladie a une origine psychologique? Psychosomatique. Tout serait psychosomatique. Donc, ça, c'est vraiment une croyance. Hubbard enseigne ça. Il dit la seule raison pourquoi les gens commettent des erreurs, qu'elle est malade, malheureuse, qu'elle garde pas ses gains, aussi les gains que tu obtiens en scientologie. La seule raison où qu'ils sont malades ou qu'ils commettent des erreurs, c'est parce qu'il y a une personne suppressive dans leur environnement. Si une personne est environnée par des suppressifs, elle peut pas faire des cours de scientologie, elle peut pas recevoir d'audition. Même quelqu'un qui se blesserait, qui aurait une fracture lors d'un accident, ça serait considéré comme étant une preuve. Je donne un exemple. Là. Quelqu'un tombe en bas d'une échelle, se casse un bras, ça serait considéré comme psychosomatique parce que il y avait des mauvaises pensées, ce qui l'a fait tomber. Non, c'est de l'oppression. Ce dont on parle présentement, c'est de l'oppression. Dans la vraie vie, ça se peut que moi puis toi, qu'on travaille sur un chantier de construction, puis là, moi, j'ai la tête ailleurs où j'ai pris un coup la veille, puis tout d'un coup, je perds de mes facultés, puis je manque une marche, puis je me pète la gueule. Ça peut arriver. Mais moi, ce que je te dis, c'est une autre chose. C'est que on dit il dit que la seule raison pourquoi tu as des erreurs, des choses comme ça, c'est parce que tu as une personne dans l'environnement qui t'oppresse. Il faut que tu la trouves. Puis généralement, la première personne qu'on va trouver, c'est une personne qui critique la scientologie, bien qui t'appuie pas dans ton projet de vie maintenant d'aller en scientologie. Mais on va la tasser. Il faut que tu tasses cette personne-là. Ça me fait penser à des croyances que j'ai vues, dont j'ai entendu parler dans un cours de philosophie des religions à l'université il y a 20 ans. Dans ce cours de philosophie des religions, il nous expliquait que dans certaines, puis j'ai oublié le nom là, des tribus en quelque sorte là où c'était pratiqué des gens ceux qui croyaient à la sorcellerie. Il y a certains, il nous donnait un exemple là, qui est où si tu étais malade, si quelqu'un était malade, ça voulait dire que quelqu'un d'autre lui avait jeté un sort. Donc, dès que tu tombais malade, on cherchait le coupable. Parce que là, t'as mal au ventre, t'as mal quelque part, bon, ben c'est la faute à qui? Puis, il pouvait y avoir des représailles sérieuses contre la personne qui était accusée de sorcellerie ou d'avoir... de vaudouisme. C'est ça. C'est pas nécessairement spécifique au vaudouisme, là, mais à partir du moment où on considère que tout a une origine mentale, dans le cas de la scientologie, il ramène ça à des personnes suppressives ou des antisociales, des personnes autour de toi qui seraient nuisibles, qui nuiraient à ton existence. Donc, si t'arrive quelque chose, c'est pas nécessairement de ta faute, ça peut être de la faute de quelqu'un d'autre, puis là, on identifie cette autre personne-là. Ça nous pousse à être très paranoïaque, d'une part. Puis, pour fermer mon exemple de tout à l'heure, eh bien, dans la tribu en question, quelqu'un tombe malade, il fait je sais pas moi, un empoisonnement alimentaire. Et là, il se met à chercher qui lui a jeté un sort dans la tribu. Eh bien, telle personne qu'on n'aime pas trop, qui est dérangeante, Ils vont la cibler. Déjà, ils vont l'exclure ou le faire je sais pas, ça s'appellerait pas un procès, là, mais lui faire des misères, la bannir de la tribu ou l'exécuter, ou je sais pas qu'est-ce qu'ils vont lui faire comme. Mais ils vont vraiment lui faire passer un mauvais quart d'heure parce que ils ont déterminé, et ça allait loin, parce que ce que je me rappelle de mon cours, c'est qu'il disait que la personne, le coupable imaginaire, pouvait ne même pas être conscient, parce que ça pouvait être son inconscient qui voulait du mal à l'autre, puis inconsciemment voulait du mal à l'autre, et là, l'autre a eu fait un empoisonnement alimentaire. Ah, mais c'est parce que, je sais pas moi, si on mixait des notions de sorcellerie avec des notions de psychanalyse, mais au final, comment tu fais pour te défendre de ça, de dire que... Mais non. Puis quelqu'un t'accuse, t'as eu des pensées mauvaises, négatives, inconscientes sur quelqu'un d'autre, puis là, il y a eu mal au ventre, c'est de ta faute, on te bannit de la tribu. C'est comme les albinos en Afrique. Les albinos qui sont pointés tout de suite comme des personnes qui portent malheur, des sorciers, Excuse Michel, j'ai vu que tu avais levé ta main. Oui, mais c'est ça, parce que dans d'autres sociétés ou dans d'autres croyances, c'est des esprits qui peuvent les maladies vont être
vont être attribués à des esprits ou des mauvais esprits. Mais je voulais étant donné que tu étais en scientologie, puis que la scientologie croit à la réincarnation, jusqu'à quel point est-ce que ça peut pas être, selon eux, ça peut pas venir de tes vies antérieures? Oui, oui, ça peut venir des vies antérieures, mais ça, c'est plus comme à la naissance. Si un enfant va naître handicapé ou des choses que tu vas vivre dans ton enfance, comme moi, les abus sexuels dont j'ai été victime. De fil en aiguille, moi, j'ai associé ça à mes vies passées, même si on m'a pas dit noir sur blanc, ben ça devient de telle vie, de tel événement que tu as fait dans une vie passée. Mais quand j'ai commencé à croire dans la doctrine scientologique, ben j'ai commencé à croire que c'est une forme de karma. Tu as d'autres places qui vont dire que c'est karma. Tu as d'autres sectes qui vont avancer ça aussi. Je voyais aujourd'hui dans un papier comme quoi les enfants qui naissaient handicapés, ben c'était un karma d'une vie passée. C'est assez dégueulasse, là. On culpabilise quand c'est des événements dans la vie adulte, des maladies, c'est pas relié au karma, c'est relié à des personnes suppressives. Non, c'est relié à des personnes suppressives. Qu'est-ce qui peut être plus relié à des vies passées ou à des événements traumatisants du passé que tu n'as pas vu en audition? C'est, admettons, des lacunes par rapport à développer des talents, tu sais, ou à exercer un métier, à réaliser un rêve que tu voudrais, ou bon, en tout cas, je veux pas trop m'avancer là-dessus, là, mais quand on parle vraiment des maladies, puis de faire des erreurs, de faire des gaffes, c'est des personnes suppressives dans ton environnement. C'est bien gros. La scientologie, là, il n'y a pas plusieurs axes à ça. T'as le PTS-SP, là, Suppressive Person, puis Potential Troubleshoot, ça l'occupe beaucoup, beaucoup de temps dans la vie d'un scientologue. De chercher à s'éloigner de ces gens-là, les identifier, de s'éloigner d'eux. Plusieurs cours qui portent là-dessus. Puis ça revient souvent dans ton audition. Ben, si des choses qui se passent mal, c'est toujours ça la raison. C'est rarement qu'on va chercher une raison dans une vie passée. OK. Fait que ça sert peut-être plus dans ce cas-là à faire en sorte que la personne reste en scientologie et s'éloigne de toutes les autres personnes qui sont pas en scientologie. Qu'elle reste sur son pink cloud. Isolé. Mais pas juste sur le pink cloud. Dans son illusion. C'est pour enfermer les gens dans le groupe, dans la secte. Oui, parce qu'en plus aussi, on interdit certaines lectures ou la fréquentation de certains sites Internet ou de tout ce qui est, on appelle ça de l'antéta. Le theta, c'est qu'est-ce qui est vivant, qui nous mène vers la survie, qui nous apporte du pouvoir, de la joie. Puis de l'antéta, c'est tout qu'est-ce qui est contraire à ça. Tu sais, antéta, des choses négatives, des gens qui parlent mal. Ça peut être même pas contre la scientologie. Quelqu'un, mettons, qui te parle toujours, qui est toujours en train de parler contre tout le monde ou qui est négatif, tu sais, qui parle toujours du mauvais temps. C'est des choses négatives. Les scientologues vont se tenir à l'écart de l'antéta. Il y a un moment donné, dans les années 2000, une affaire qui m'avait beaucoup choqué, là. En 2006, en fait, on avait donné à des scientologues un CD pour qu'ils se fassent une page sur Internet de scientologues, puis qui parlent là-dessus de les choses qu'ils avaient accomplies en scientologie, ce que ça leur avait apporté. Puis se faisaient une page, ça s'appelait « Je suis scientologue ». Là, tu mettais ta photo, puis tu essayais d'amener du monde en scientologie. Genre de page Facebook, mais avant Facebook. Ouais, avec un CD, ouais. Puis là, sur ce CD-là, il y avait des genres de firewall qui t'empêchaient d'aller comme sur le Tampa Bay, sur le journal de Tampa. Il t'empêchait d'aller sur certains journaux, et sur toutes les choses, les sites critiques de la scientologie. Ça mettait des firewalls dans ton ordinateur, dans ton moteur de recherche. C'est presque un virus. Accès à ce qui était. Oui. Quasiment un virus. Mais c'est drôle parce que, en plus, ils pouvaient savoir si tu avais mis le CD ou pas, parce que si tu avais créé ta page, ils savaient que tu avais mis le CD. Ils savaient que t'avais. Puis ils n'arrivaient pas à trouver ta page, ils cherchaient sur Internet, ils trouvent pas ta page. Ah, t'as pas créé ta page, puis quel scientologue va amener le CD dans un café Internet, puis va aller à l'extérieur tu sais, il va utiliser son ordinateur personnel pour faire ça. Puis à quel moment t'as su que ça mettait c'était plus ou moins... Premièrement, moi, je me suis demandé pourquoi ils m'ont pas donné de CD à moi. Ils en ont donné un à mon père. C'était pas tout le monde qui l'avait. Justement, comme tu dis, je pense qu'ils enquêtaient bien pour savoir si la personne avait bien un ordinateur à la maison. Puis tu sais, jusqu'à quel point qu'il était geek, qu'il pouvait voir et comprendre certaines choses. Parce qu'ils donnaient pas de CD à tout le monde. Moi, j'ai voulu en avoir un. J'étais scientologue à la planche dans ce temps-là, puis ils m'en ont pas donné. Ils ont donné un à mon père. Puis c'est en 2006, quand j'ai fui le Québec
sans le savoir, je fuyais la scientologie. Je suis allé m'établir en France. J'ai pris un visa d'1 an pour les jeunes étudiants, là, l'échange, juste avant que je pogne mes 35 ans, un visa échange jeunesse. Je suis parti en France, puis je me suis mis à travailler dans un hôtel. Puis là, je fuyais la scientologie. Je devenais de plus en plus antagoniste à la scientologie. Puis, tabarouette, cet hôtel-là dans lequel j'étais débarqué, qu'est-ce qu'il n'y avait pas? La première place, j'ai trouvé une job, j'ai eu tellement de problèmes à trouver une job en France. La première place, je trouve une job, il y a une convention de scientologie dans place, dans l'hôtel. Et j'étais enragé, j'ai regardé ça, puis là, j'ai comme réalisé, je peux pas fuir, ils sont partout, ces maudits-là. Puis là, j'ai comme réalisé qu'il fallait que je commence à prendre plus position. J'ai commencé à chercher sur YouTube, à regarder des sites. Puis c'est là que j'ai vu une senior exécutive de la scientologie, une haut placée, qui disait ça, que dans ce CD-là, il y avait des malwares, qu'il y avait des malwares. Puis après, c'est drôle parce que ces gens-là, quand ils sont en haut de la scientologie, là, ils signent des bonds, ça s'appelle des contrats qui n'ont pas le droit de dévoiler, sinon ils vont devoir des millions de dollars. Fait que j'ai recherché cette vidéo-là après, mais je l'ai jamais retrouvée. Mais j'ai vu qu'elle avait dit, d'après moi, ils l'ont enlevé, la scientologie, parce que les avocats se sont mis là-dessus tout de suite. Là. Comme nous autres, notre podcast, est-ce que notre podcast, là, je te garantis que les 10 premières personnes qui écoutent notre podcast, là, quand je le mets en ligne le jeudi, là, c'est l'Office du gardien de la scientologie. Aujourd'hui, ça s'appelle l'Office des affaires spéciales. Ils attendent tout de suite une première affaire à faire pour pouvoir nous poursuivre en cours. Pour ça que des fois, je fais attention, puis je cite aussi que les livres que j'ai lus, Russell Miller, John Attack, tout, c'est pas des affaires que j'invente, là. Comme vas-y, excuse. Ce que tu soupçonnes, c'est qu'ils t'ont pas donné le CD parce que tu penses que tu te serais rendu compte qu'il y avait des malwares, que ça installait des malwares, que peut-être tu avais un bon antivirus, que tu aurais compris ce qui se passait, puis tu aurais réagi. Tu penses que c'est pour ça qu'ils t'ont pas donné le CD? Oui, ça se peut fort probablement, mais je pense qu'à l'époque, j'avais pas d'ordinateur personnel. Ah ben là, ça joue. Si t'avais pas d'ordinateur. Un autre facteur, tu étais jeune encore à cet âge-là, puis tu étais très croyant. Fait qu'il y avait pas besoin vraiment de te dire, OK, va pas sur telle affaire, telle affaire. C'est comme tu étais très, très impliqué, très croyant, tu n'avais pas besoin d'avoir ces malwares-là. Ça se peut, mais oui, ça se peut. C'est une hypothèse aussi que ça soit la raison. Je ne sais pas pourquoi ils me l'ont pas donné. Tu sais. Peut-être aussi parce que je commençais à parler fort un peu. Moi, j'ai jamais été. Ils ont toujours eu des problèmes avec moi, la scientologie. Même quand j'étais ado, là, quand j'ai décidé de sacrer mon camp de Floride. Puis après, quand je suis retourné, là, dans les premières semaines là, que j'ai retourné en scientologie, je me suis ramassé dans l'académie. Là. Dans les premières semaines, les premiers soirs, là, ce que j'ai étudié, j'ai revu, j'ai dit, tabarnak, je suis retombé là-dedans. Excusez les gros mots. Je suis allé voir la femme, j'ai demandé un remboursement de mes 3 cours. J'ai voulu ressortir de l'église. Puis là, ils m'ont squeezé. Il a dit, voyons, tu peux pas demander un remboursement. Là, j'ai dit, moi, là, je vais avoir mon argent. Je veux pas revenir en scientologie. Je voudrais pas faire de problème avec mon père. Je sais qu'il est en scientologie. J'ai bien des oncles en scientologie, mais je vais avoir mon argent. J'ai jamais eu mon argent. Ils ont jamais voulu. Là, je les ai fait de menaces d'aller voir des avocats. Sacrifice, ça a été le pire. Là. Aussitôt que j'ai mis le mot avocat, là, je me suis retrouvé au département d'éthique avec plein de démarches à faire. Puis ça m'a coûté 5000 pièces d'audition pour faire des confessionnals, puisqu'ils m'ont tous demandé plein de questions. Est-ce que vous êtes un agent de la CIA? Est-ce que vous en voulez à la scientologie? Avez-vous des pensées malveillantes contre L. Ron Hubbard? Je me suis retrouvé dans ce cycle-là parce que ils ont eu de la misère à prendre l'emprise sur moi, puis ils en ont jamais vraiment eu. Moi, là, quand j'ai été en scientologie, je cherchais sincèrement de l'aide pour sortir de ma dépression profonde dans laquelle j'étais tombé, puis je cherchais de l'aide pour réussir ma vie, réussir ma carrière, avoir plus de facilité dans les études. Ma recherche était sincère, mais j'ai vu ça assez vite, là, je me suis poigné avec le monde là-dedans, là. Puis j'ai dit, hey, allez arrêter de me demander de l'argent toujours. Puis aussitôt que j'ai commencé à me sentir trahi, j'ai pris beaucoup de recul de la scientologie, mais jusqu'à ce que mon père meure, je suis jamais sorti publiquement. Oui. Tout à l'heure, tu parlais de poursuites judiciaires. Moi, mes recherches sommaires, j'ai pas fait des recherches approfondies, vont dans le sens que souvent des personnes haut placées en scientologie disent qu'il pourrait y avoir des poursuites judiciaires ou font craindre à des membres ou des ex-membres comme toi qu'il pourrait y avoir des poursuites en diffamation, des choses comme ça. Mais apparemment, dans la réalité, même des personnes qui parlent de façon très, très, très vocale contre la scientologie, comme Léa Remini, ben elle a jamais été poursuivie en justice par les scientologues. C'est au contraire, c'est elle
qui a fait une poursuite. Elle poursuit présentement, là. Elle est poursuivie présentement. En ce moment, là, c'est une poursuite. Oui, c'est tout à fait vrai. Aujourd'hui, en 2023. Oui. Sauf que si tu retournes des années 60, là. Il y avait peut-être plus de pouvoir. Oui, c'est ça. Il y en a une, là, c'est Paulette Cooper, c'était une journaliste, la première qui a commencé à écrire sur la scientologie. Ils ont essayé de la rendre folle, oui. Ben, ils ont envoyé une fille chez eux faire un sondage, là. Oui. Puis elle avait une feuille sur un clipboard, il y avait une feuille en dessous. Puis ils ont donné le clipboard à Paulette Cooper, puis elle a laissé ses empreintes sur la feuille. Ils ont pris cette feuille-là, puis ils ont fait des menaces d'attentat à la bombe contre une église de scientologie. Mais moi, je pensais que ce plan-là n'avait pas eu lieu. Moi, je pensais ça a eu lieu. Non, ça a eu lieu. Elle a passé 5 ans en cours à se défendre contre ça. Et en plus, quand elle a déménagé, elle a commencé à parler, c'était une journaliste qui est assez reconnue, elle a commencé à parler ouvertement contre la scientologie. Elle a déménagé dans un immeuble, là. Les scientologues sont allés voir tous ses voisins dans l'immeuble pour dire qu'elle, c'était une prostituée, ou que c'était une ci, puis une ça, puis ils l'ont descendu tellement. Ils l'ont mis dans un état tellement pitoyable qu'elle s'est ramassée chez le psychiatre. Qu'est-ce qu'ils ont fait après? Ils sont allés dans le bureau du psychiatre de Paulette Cooper, puis ils ont ramassé son dossier. Puis ils ont commencé à propager des informations qui étaient dans le dossier. Il y a un livre écrit là-dessus par Tony Ortega, le propriétaire du site The Underground Bunker, qui est un spécialiste sur la scientologie. Son site, c'est juste sur la scientologie. Il a écrit un livre qui s'appelle The Incredible Miss Lovely. C'est l'histoire de Paulette Cooper, tout ce que la scientologie a fait subir à elle, mais pas juste à elle. À toutes les personnes qui, dans ce temps-là, parlaient ouvertement contre la scientologie, étaient ciblées et étaient attaquées en justice. Comme des ennemis. Et physiquement. Ben, c'est ça, il utilisait toutes sortes de méthodes, mais on pourrait y revenir tout à l'heure, des méthodes qui sont plus, on va dire, c'était beaucoup des attaques, c'était un peu, il y avait des aspects psychologiques, ça tournait autour du harcèlement. Ben, il s'en prenait aux éditeurs, il allait voir les éditeurs, puis il leur faisait des menaces s'ils étaient pour éditer. Fait qu'il y en a qui ont vu leur livre n'a jamais été édité, n'a jamais sorti. Sauf que quand le premier livre a été publié, puis le deuxième, puis le troisième, après ça, aujourd'hui, il y a à peu près 100 livres sur la scientologie. Écrit par des détracteurs. Moi, on pourrait passer le reste de notre vie là, à lire des livres qui dénoncent la scientologie, puis à écouter des vidéos, puis des sites sur YouTube sur la scientologie. On en aura au moins pour 20 ans, puis en plus, il en sort à chaque jour, fait qu'on finirait jamais. Mais justement, aujourd'hui, selon l'information dont je dispose, on s'expose à très peu de risques, nous, avec ce podcast-là, parce que si la scientologie voulait nous poursuivre, exemple, en diffamation, si c'est un processus judiciaire, là, après ça, s'ils décident de faire du harcèlement, puis de nous appeler, puis de faire je sais pas quoi d'autre, d'envoyer des rushs dans nos fenêtres, là, c'est autre chose. Mais s'ils veulent passer par un processus légal, ils vont avoir de la misère parce que ça voudrait dire, si eux, ils nous poursuivent en diffamation, les affirmations que l'on fait, c'est à eux, après ça, d'essayer de démontrer que c'est pas vrai, ou il faut qu'ils ouvrent leur livre un peu, il faut qu'ils donnent des arguments, il faut qu'ils sortent des faits, et ils les ont pas vraiment, les faits sont pas en plus, c'est surtout moi qui avance de la matière là quand on parle de scientologie, et moi tout ce que j'avance là, je l'ai lu dans des livres qui sont déjà publiés. Et s'il y avait des menteries dans ça serait pas sur le marché, les livres seraient pas sur le marché, parce que les scientologues, ils checkent ça tout de suite, ils ont des avocats, puis les gens lisent tout de suite les livres, puis ils cherchent toute petite affaire là, qui pourrait permettre de pas publier le livre. Si les livres sont publiés, ça c'est une chose que Michael Cropfield qui m'avait fait comprendre là, quand j'étais allé à InfoSec. J'avais demandé, j'ai dit, qu'est-ce qu'ils disent dans les livres là, que j'étais en train de lire? Quand j'étais choqué au début, là, quand j'ai lu le premier livre, Russell Miller, là, je me posais des questions, puis j'ai été à InfoSec pour en savoir plus. Puis il m'a dit, si les livres sont publiés en librairie, c'est parce que qu'est-ce qui est dedans est vrai. Parce que la scientologie sont tellement puissants, ils ont tellement d'argent pour payer des avocats que le livre serait pas publié. Fait que moi, tout ce que j'avance dans nos conversations, c'est soit des choses qui sont couvertes par la liberté d'expression, parce que je me considère victime de la scientologie et je m'exprime pour aider d'autres personnes à ne pas tomber dans le même piège. Et aussi, parce que pour m'en sortir, j'ai étudié